Aujourd'hui, je voudrais avec vous évoquer brièvement quelle serait mon école idéale. Pour vous en parler, je souhaiterais tout d'abord citer les propos d'un monsieur que j'aime beaucoup. Enfin, je n'ai pas connu l'homme, donc c'est surtout son œuvre que j'aime beaucoup. J'ai trouvé cette photo de lui, quasi incognito, où on le voit sans son célèbre col roulé moulant en acrylique. Vous le reconnaissez? Oui. Il s'agit bien de Michel Foucault. Et plus précisément, je voudrais rapporter quelques-uns des propos qui ont été retranscrits dans Dit et écrit, un gros volume regroupant différents textes, articles ou entretiens. Dans l'un d'eux, il est interviewé par Jacques Chancel, et il dit « Je suis un minimum d'enseignant ». Qu'est-ce que ça veut dire « Je suis un minimum d'enseignant » En fait, Jacques Chancel commence par dire tout d'abord à Michel Foucault « Vous êtes un enseignant ». Et Michel Foucault rétorque « Oui, je suis un minimum d'enseignant ». Ce qu'il veut dire par là, c'est que là où il enseignait, c'est-à-dire au Collège de France, il n'avait pas l'impression d'exercer sur son auditoire un rapport de pouvoir. Et en effet, l'enseignant exerce un pouvoir sur ses élèves, un pouvoir pour lequel on peut distinguer trois étapes. Tout d'abord, l'enseignant, c'est celui qui dit « Voici ce que vous devriez savoir, mais que vous ne savez pas ». C'est la première étape que Michel Foucault appelle la culpabilisation. Ensuite, l'enseignant dit « Vous devez savoir ces choses, je vais vous l'apprendre ». Et c'est l'obligation. Enfin, l'enseignant va vérifier que ces choses ont été apprises, et c'est la vérification. Donc, trois étapes. Culpabilisation, obligation et vérification. Autant d'étapes qui esquissent assez bien le processus d'apprentissage que l'on peut observer dans pas mal d'établissements scolaires et qui aboutit en somme assez inéluctablement et invariablement à ce qu'on appelle le contrôle, qui, à tout prendre, est un bien vilain mot. Quand on y pense, le terme contrôle est assez effrayant. Il renvoie à toute une série de vérifications exercées sur l'individu. Précisément, c'est l'action de contrôler quelque chose, quelqu'un, de vérifier son état ou sa situation au regard d'une norme. Pour moi, il évoque inéluctablement le contrôle judiciaire, le contrôle technique, le contrôle des naissances, ou encore le contrôle d'identité. Ce qui, dans la société numérique dans laquelle nous sommes, est assez inquiétant. Et ce n'est pas ce que je veux pour mon école. Par ailleurs, Foucault ajoute que le savoir est profondément lié au plaisir. Et il se dit qu'il devrait y avoir une possibilité d'érotiser le savoir. Est-ce que notre école érotise le savoir? J'allais me lancer dans une longue explication quand, subrepticement, un élève m'a apporté la réponse. C'était la semaine dernière. Pour s'entraîner à l'oral, les élèves de 3e présentaient leur rapport de stage, et l'un d'eux avait effectué son stage dans une maison de retraite dans laquelle il souhaite travailler. Voici ce qu'il nous disait. Une maison de retraite ressemble à un collège. Je ne suis pas persuadé qu'une maison de retraite soit très érotique. Cela dit, le parallèle est intéressant. À l'école, comme dans une maison de retraite, on est assis, on attend, on n'a pas une activité débordante. De mon point de vue, s'il en est ainsi, on est loin de la libido sciendi définie par saint Augustin et qui désigne cette soif de savoir, qui, toutefois dans la conception que s'en fait la chrétienté, est un péché et conduit à la concupiscence. Remarquez tout de même que l'enseignant, lui, n'échappe pas pour autant à la libido dominandi, à cette volonté de domination et donc de pouvoir, ce qui nous ramène, en d'autres termes, à Michel Foucault. Mais alors, cette école idéale, comment échappe-t-elle, d'une part, à cette absence d'appétence, de plaisir, le savoir, et d'autre part, à cette trop forte domination de l'enseignant? Ceux qui me connaissent me voient venir avec mes gros sabots, mes très gros sabots,
Selon moi, le numérique me permet de façonner cette école idéale. Dans l'école telle que je la conçois, les élèves sont amenés à se lever, à se déplacer, à travailler ensemble, à collaborer, à planifier des tâches, à écouter la parole de l'autre, à la réfuter poliment. En fait, l'élève fait déjà l'apprentissage de la citoyenneté quand l'enseignement, dans tout ce qu'il a de plus traditionnel, n'inculque que la soumission. Voilà ce qu'on fait quand on apprend, par exemple, à rédiger pour l'encyclopédie Wikidia ou Wikipédia. Parfois même, les élèves ne trouvent pas leur place dans la salle. L'architecture des lieux n'a pas été pensée pour des élèves qui se déplacent, qui enregistrent leur voix, font des vidéos et débattent au sein de leur groupe. En fait, je suis même obligé de les mettre dehors, pour qu'ils puissent travailler, sans être dérangés et sans déranger les autres. C'est qu'on ne saurait différencier aisément en mettant tout le monde dans la même salle. Ainsi, les lieux tels qu'ils ont été pensés pour eux il y a des centaines d'années sont battus en brèche. Mais ils ne font pas qu'exploser le cadre spatial. Le temps est lui aussi mis à mal. Sur cette image, vous voyez des élèves qui ont frappé à ma porte ce lundi. J'étais en train de travailler dans une solitude matinale et professorale, quand ils sont venus me voir pour savoir s'ils pouvaient poursuivre un travail que nous faisions. En fait, ces élèves viennent faire tous les jours depuis 2 mois un travail qu'ils ont eu envie d'approfondir. Ici, un journal télévisé créé dans le cadre d'un EPI sur l'Hermione. Vous voyez comme des élèves sont capables de se mobiliser sur un projet portant sur une frégate du XVIIIe siècle et que nous sommes allés voir, du moins sa copie à Rochefort. Comme il est fascinant de voir se télescoper tout cela, le XVIIIe, la marine, le numérique. Mais le jour où j'ai compris que le cadre spatio-temporel dans lequel on essaye encore d'enfermer les enfants en avait pris un coup, c'est quand cet élève avait manqué son bus et était resté chez lui faute de pouvoir être emmené par ses parents. Nous étions avec les autres élèves en train de travailler avec un traitement de texte collaboratif comme vous le voyez en ce moment, c'est-à-dire Framapad. Et l'élève s'est mis à participer de chez lui, d'abord via le chat pour demander ce qu'on faisait, puis en répondant aux questions sur le pad. En fait, tous ces élèves avaient détruit sans même qu'on le remarque, sans même qu'on le voie, mais avec une efficacité tout aussi certaine, sinon plus, que ceux du clip de Pink Floyd. Ils avaient détruit donc une école reposant encore trop souvent sur des habitudes déprimantes. Une école où l'on culpabilise, on oblige, on vérifie, on tue le plaisir d'apprendre. Mais si l'on retrouve un peu de plaisir scolaire, dans le fond, ce n'est peut-être pas tant à cause du numérique que de la pédagogie. Le numérique, j'ai déjà eu l'occasion de l'écrire à maintes reprises, c'est la pédagogie réinventée. Et pour moi, l'élève, c'est Gargantua à table, ivre de savoir. Mais surtout, il ne faut plus jamais que notre école évoque la maison de retraite, la position assise, l'attente mortifère, où aucune vie ni désir ne subsiste. Et pour ne pas rester uniquement dans l'injonction abstraite et revenir à Rabelais, cette haute figure carnavalesque, je voudrais reprendre une idée que j'avais déjà exprimée sur Medium et dans laquelle je revendiquais la nécessité de laisser au moins une fois par semaine les élèves mener le projet de leur choix afin qu'ils puissent révéler un talent qui ne trouve pas toujours d'emploi à l'école. Le rap, le chant, la sculpture, sur bois, la poterie ou je ne sais quoi. C'est un peu comme dans l'abbaye de Thélème finalement. Fais ce que voudras. L'idée est venue d'élèves qui, au club radio, la web radio, ont eu l'idée d'interviewer des élèves en difficulté, pour les mettre un peu en valeur, le temps d'une émission en les laissant parler d'un sujet qu'ils maîtrisent, en évoquant ou en faisant la démonstration de leur talent. Les sortir un peu de ce carcan scolaire sinistre. Pour finir, sur une note de couleur, je voudrais ajouter une dernière chose. Pour moi, l'introduction du numérique à l'école pourrait être symbolisée par le passage du noir et blanc à la couleur, ou plus précisément par le passage de la photocopie en noir et blanc à l'écran. Je me suis toujours dit qu'il devait être bien difficile d'éprouver la moindre émotion artistique en regardant une photocopie. Et de ce point de vue, le numérique apporte une dimension nouvelle. In fine, nos élèves
sont un peu comme Judy Garland. Ils sont passés d'un monde en noir et blanc à la couleur, et j'aimerais qu'ils soient aussi émerveillés qu'elle, impatients, qu'ils sont d'apprendre. Merci de m'avoir écouté.